Mirette Zaki, bonjour, merci d'être présent à la radio du Salon, ici sur le Salon du Livre à Genève 2016. Et vous êtes venu ici pour nous présenter votre dernier livre, La finance de l'ombre a pris le contrôle. Préalable, j'aimerais juste vous poser une petite question. Le dollar, qu'est-ce qui s'est passé avec ce dollar? Parce que ça, c'est un bouquin que vous avez écrit en 2011, je crois. Je pense qu'on assiste depuis à la fin du dollar comme monnaie de référence. Beaucoup de choses qui avaient été prédites se sont réalisées, donc le maintien de l'euro d'abord comme monnaie concurrente, la dégradation de la note de crédit de la dette souveraine américaine, elle s'est produite dans les semaines qui ont suivi la publication de mon livre La fin du dollar en 2011. Donc à partir de ce moment, il y a eu des monnaies concurrentes, c'est-à-dire on ne peut plus dire aujourd'hui déjà qu'il y a une monnaie de référence dans le monde. Très vite, la Chine, la Russie, le Brésil et d'autres pays ont organisé des contrats bilatéraux pour échanger au niveau commercial dans leur propre monnaie. Et là, ces derniers jours, la Russie vient d'annoncer qu'elle veut vendre son pétrole dans des monnaies autres que le dollar, en l'occurrence en rouble. Et ça, c'est révolutionnaire. Les pays qui ont tenté ça auparavant, c'était l'Irak, la Libye, l'Iran. C'était des pays, au niveau géopolitique, ça s'est très vite compliqué avec les États-Unis. Mais c'est vrai que le statut de monnaie de référence du dollar est contesté depuis que j'ai écrit ce livre. Le livre décrit exactement pourquoi. Et aujourd'hui, on voit la géopolitique des monnaies, des marchés financiers, des places financières, elle est extrêmement vive et beaucoup de rapports de force ici. Tout se joue maintenant. Je vous présente Jacques Lecomte qui a travaillé dans la finance, dans des produits financiers, dans des banques suisses et françaises et étrangères. Et j'aimerais bien qu'il me donne son opinion par rapport à la réflexion qui vient d'être faite sur ce qu'on appelle la fin du dollar. Je ne peux que approuver ce qui a été dit. Pour moi, c'est une évidence. Alors, on va aborder donc la finance de l'ombre a pris le contrôle, édité chez Fabre. Je vous dirais que ce livre en librairie, en tout cas chez nous, se vend. Et ici, sur le salon du livre 2016, on a déjà vendu pas mal d'exemplaires. Donc c'est déjà un succès qui vous est accordé, parce que je pense que véritablement il était nécessaire que des économistes, des journalistes spécialisés entrent en matière sur cette nouvelle phénoménologie des finances des ombres. Alors, je vous laisse faire l'introduction. Alors, comment est-ce qu'on est sorti de la crise des subprimes en 2008 en développant en fait le marché de la finance parallèle? Parce qu'on a réglementé les banques, mais on a laissé l'activité qui se faisait auparavant dans les banques se faire en dehors. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une grande nébuleuse de crédit peu solvable que j'appelle la finance de l'ombre. Et c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est le G20. C'est cette finance parallèle d'intermédiaires qui prêtent de l'argent en dehors des règles du système bancaire, en dehors des règles de fonds propres, de garantie, de solvabilité habituelle. Oui, avec des intérêts négatifs. Ils empruntent énormément d'argent à taux très très bas ou négatifs et ils prêtent à des particuliers, à des entreprises peu solvables, à des ménages. Tout ça se fait en dehors du secteur bancaire et ça prend une ampleur forte et ça croît surtout à un rythme bien plus élevé que celui du secteur bancaire. Alors que font les régulateurs face à ça? C'est ça la question. Ils laissent se développer tout ce crédit peu solvable. On a 80 000 milliards aujourd'hui de cette masse de crédit faite en dehors des banques. Si les taux d'intérêt devaient remonter même un petit peu, une énorme partie de ces débiteurs peu solvables se retrouveraient en difficulté. Qui va renflouer? Il n'y a pas. Les banques centrales ont déjà des bilans trop chargés, les gouvernements sont déjà surendettés, il n'y a plus de cartouches, disons, pour sauver le système. En plus, comme ça s'est fait en dehors du secteur bancaire, les banques centrales ne sont pas tenues de sauver les intermédiaires non bancaires. Donc c'est très risqué, ça pose un risque systémique. Mais comme aujourd'hui on n'a pas de krach et de crise, vous sortez un livre comme ça, vous dites attention, il y a un risque de krach. On vous dit oui, mais ça fonctionne, voyez, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne tant que les taux d'intérêt sont à zéro, mais les taux ne peuvent pas remonter. Vous vous rendez compte qu'on est dans un paradigme où les taux d'intérêt ne peuvent pas remonter. C'est quand même énorme l'implication de ceci.
Alors, dans votre livre, bien entendu, qui est très riche en statistiques, en références, il y a un glossaire très complet qui permet à un public non averti de s'initier un peu à des termes économiques, à des choses qui sont d'ailleurs très complexes. Il y a quand même une chose qui m'a frappé, c'est que vous allez jusqu'à dire que notre AVS, jusqu'à dire que nos salaires, jusqu'à dire que le travail, donc le produit du travail, va aussi baisser. Mais certainement, puisque la crise de 2008 déjà, elle a eu des conséquences phénoménales parce qu'elle a provoqué un choc récessionniste qui a directement affecté les emplois et l'économie réelle. Or ici, on est dans une amplitude encore plus grande que la crise de 2008. Si vous voulez, toutes les crises financières successives ont chaque fois eu des effets plus grands que celles d'avant. La bulle technologique de 2000 avait provoqué des dégâts moins importants que la crise des subprimes qui s'avère maintenant petit en comparaison au risque systémique qui est en train de se fabriquer actuellement. Et donc, quand une crise vient de la finance, elle impacte directement l'économie réelle à travers la récession qu'elle provoque, les pertes d'emplois, les suppressions de postes, les restructurations, les désendettements massifs au niveau des entreprises, des gouvernements, des ménages, de l'immobilier. L'immobilier est aussi dans une phase de bulle aux États-Unis, à un chapitre qui est consacré à ça. Je vous recommande de le lire. Et donc, on est encore dans un ordre de magnitude plus grand que la bulle des subprimes. Il faut en être conscient. Il y a aussi une autre question que je me pose en faisant une lecture très serrée des différentes informations que vous nous apportez avec des démonstrations, bien entendu. Comme je disais, beaucoup de statistiques, beaucoup de références, y compris par les organes de contrôle. Et ce qui m'étonne, c'est de voir, je parle de la Suisse, là je ne parle pas de l'Europe, c'est des entités comme l'UBS, le Crédit Suisse, qui, à quelque part, si j'ose dire, vont perdre une certaine clientèle, puisqu'elle échappe grâce à la finance de l'ombre. Oui, paradoxalement, la finance de l'ombre, elle fait que beaucoup d'actifs et d'avoirs et d'argent d'entreprises se concentrent chez des fonds, des gros fonds spéculatifs, des intermédiaires comme des courtiers, des négociants, des traders, des sociétés de leasing, des sociétés hypothécaires, c'est-à-dire même des fonds de pension qui font crédit aujourd'hui, des groupes d'assurance qui se lancent là-dedans. À terme, ce qui peut arriver si les taux restent à zéro comme ça, c'est que vous et moi, on se dit, tiens, je vais me lancer dans la banque, je vais faire de la banque. Alors vous empruntez un gros volume de trésor de cash à 0% et vous prêtez. Et moi, j'emprunte et je prête. Et monsieur, il emprunte et il prête. Et on se met tous à faire de la banque. Et on est tous des banques, sauf qu'il n'y a pas de fonds propres, il n'y a pas de garantie de solvabilité, il n'y a pas les critères que les banques respectaient avant de prêter. Ça se fait à la sauvage, comme ça, avec toutes les conséquences que ça peut avoir d'insolvabilité en masse et de mise sur le carreau de gens. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu jusqu'à 60 millions de personnes qui étaient à la soupe populaire aux États-Unis suite à la crise des subprimes quand même. Alors, est-ce qu'on veut rejouer à cette expérience d'apprenti sorcier? Oui, manifestement, on est en train de le faire et c'est les taux zéro qui permettent ça. S'il y avait des taux d'intérêt dans l'économie, s'ils étaient à 5%, ni vous ni moi, on aurait envie de spéculer en empruntant à zéro pour prêter à 1% ou à 2%. Il suffirait qu'il y ait des taux d'intérêt pour que ça soit possible, que ça soit impossible. Donc, le fait que les taux restent à zéro, ça a des conséquences et les banques centrales n'en parlent jamais. Ça crée l'envie chez tout le monde, pratiquement, d'emprunter une masse d'argent pour la prêter plus cher, si vous voulez. Voilà, ça crée un arbitrage de taux d'intérêt, comme on l'appelle. Jacques Lecomte, moi j'ai une question un peu... En fait, c'est tout à fait vrai. Le seul problème qu'il y a, c'est que, en plus, les banques centrales ont tendance à pousser ces banques à pousser à faire des crédits, précisément parce qu'autrement, si elles le font pas, elles paient des intérêts négatifs. Donc c'est absolument terrible parce que finalement, la création, nécessairement, les critères de prêt ne sont plus les mêmes. Il y a une baisse des ratios d'endettement qui est finalement, c'est au travers de l'attitude
le fait qu'il y ait des intérêts négatifs qui poussent les banques à prêter à des conditions qu'elles n'auraient peut-être pas prêtées dans des conditions pareilles. Alors la question que je voulais vous poser, si demain la Deutsche Bank, Paribas ou le Crédit Suisse ou l'UBS vous demandez d'imaginer de nouveaux produits financiers, quitte à remplacer le risque de crash qui risque de nous tomber sur la tête. Difficile à répondre. Pour moi, c'est difficile à répondre. Mais étant donné que vous avez une expérience et un grand recul, vous avez quand même, je pense, fabriqué pour ces banques des produits qui leur ont apporté beaucoup d'argent. Mais ça, c'est clair. Je veux dire, les effets de levier avec tous les produits. Bon, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé au Japon. Ce qui s'est passé au Japon en 87, hein, je crois. C'est en 87. Le Nikkei est redescendu autour de 6500 et en octobre 87, enfin en septembre 87, était à 38 500 à peu près. Alors, voilà. Évidemment, la Suisse a beaucoup participé à ça parce qu'il y avait beaucoup d'emprunts qui étaient garantis par l'État du Japon, mais c'était des crédits de l'ordre de 50, 100 millions maximum, et puis qu'on crée cette bulle au niveau des varans et des varans japonais, les fameux varans japonais. Disons que je connais bien le problème puisque en 1987, on est sorti au mois de mars, juste avant la guerre du Golfe, en juillet 91. On est sorti en 6 mois avant la guerre du Golfe. C'est une banque. On n'arrivait plus du tout à répondre aux normes de liquidité de la BNS. C'est une banque qui était axée uniquement sur le commerce de matières premières. Alors, et des varans japonais. On a été la banque qui avons traité le plus de varans japonais sur le sol helvétique. J'ai bien entendu ce que je voulais vous faire dire. Et quand vous entendez, pour vous, Madame Zaki, ce sont des choses coutumières, familières, c'est un vocabulaire, c'est un exercice de style que vous connaissez. Même moi, la question que je vous pose par rapport à tout ce que vous venez de nous expliquer, et surtout par rapport aux exemples que monsieur vient de donner, là, il n'y a plus de garant. Exactement. Alors, si vous voulez, la crise d'avant, elle a fait que tout le monde a utilisé toutes ces cartouches. Les banques centrales ont acheté tous les produits toxiques et les ont mis sur leur bilan. Et ça pose un risque pour les banques centrales maintenant. Les gouvernements ont prêté et maintenant ils ont une énorme dette liée à la crise de 2008. Les entreprises, elles sont maintenant très très endettées. Si les taux d'intérêt remontaient, vous auriez des faillites en série. Toutes les crises d'avant, c'était en gros des bulles d'endettement qui s'étaient créées. Et à un moment, les taux d'intérêt sont montés et le crack a eu lieu. Cette fois-ci, on se prête à une expérience radicalement nouvelle. On laisse la bulle grossir à l'infini et on laisse les taux d'intérêt à zéro à l'infini. Jusqu'où ça va pouvoir aller? Parce que vous ne pouvez pas vivre dans une économie sans taux d'intérêt. Ça veut dire que les épargnants sont pénalisés. Tout le monde est incité à dépenser immédiatement. Parce que garder son épargne, c'est coûteux. Tout le monde est incité à s'endetter pour faire marcher l'économie. Donc, c'est une trappe de liquidité, c'est un piège. Tout le monde va être surendetté à la fin du système et après, l'effondrement, il aura lieu de lui-même à cause du surendettement maximal des ménages, des entreprises et des gouvernements. Ce n'est pas une manière de relancer une économie. On est vraiment à la phase terminale du paradigme de politique monétaire des dernières décennies. Vraiment. C'est échec et mat là. Alors, je ne voudrais pas être pessimiste. Vous écrivez la finance de l'ombre. Alors, j'allais vous dire, c'est une question, est-ce qu'il y aura encore des finances de l'ombre qui vont perdurer et se développer? Oui, justement, c'est-à-dire que le secteur de la finance de l'ombre, c'est l'endettement de tous les agents économiques en dehors du secteur bancaire. Tout ce qui peut contourner le secteur bancaire contourne le secteur bancaire. Et ça va continuer parce que la Banque centrale américaine, elle a compris qu'elle ne peut pas relever les taux d'intérêt. Et donc, elle laisse cette bulle enfler.
Mais à un moment donné, ce qui peut arriver, c'est que les agents économiques, ils perdent confiance les uns dans les autres parce que certains sont vraiment complètement insolvables et un gel du marché financier commence à un moment donné. Un intermédiaire, un gros fonds par exemple, est en difficulté, il connaît un effondrement, plusieurs banques autour ou intermédiaires ou autres fonds se retrouvent affectés et c'est là l'effet domino. Ça part d'un fonds en général qui va mal et après vous avez un effet domino sur le reste du système parce que tous les acteurs sont interdépendants si vous voulez. Il y a des contrats financiers entre eux, ce qui fait qu'ils sont interdépendants. Voilà, il ne faut pas attendre jusque-là. Moi, je pense que le régulateur et la gouvernance du secteur financier doit intervenir. Il faut mieux sécuriser le système parce que les coûts de cette crise, on n'a pas l'argent pour les payer. Ça, c'est la crise qu'on n'a pas l'argent pour jamais pouvoir la renflouer, celle-ci. Ça, c'est la crise qu'on ne pourra pas rembourser. Voilà. Jacques Lecomte, Ouais. je vous laisse commenter la dernière analyse. Ben moi, je peux être que d'accord aussi, puisque je vois bien sur le marché. Moi, je m'occupe un petit peu, à titre personnel, j'ai un assez gros portefeuille de valeurs françaises. Aujourd'hui, il y a à peu près 80 valeurs sur le SB 120 qui sont shortées. Je veux dire, l'argent, il faut bien qu'il trouve, les gens et jouent à la baisse des marchés d'une manière inconséquente et qui n'a jamais atteint un niveau pareil. C'est plafond, c'est montant. Oui, c'est absolument effarant de voir des actions. Généralement, il y a quand même des mouvements qui se font, bon, sur des valeurs comme Air Liquide, par exemple, où il peut y avoir des variations de 2 ou 3%, parce que c'est une valeur pépère. Elle a été shortée à partir de lundi passé, elle a perdu 6,5%. C'est une valeur du CAC 40 quand même. Et donc, en fait, on ne peut pas s'y battre. Tous ces fonds souverains et tout ça spéculent à la baisse sur un marché. Visiblement, ils ont un peu, même s'ils les acceptent pas, c'est témoigner que finalement vous avez raison. Alors, Mireille Zaki, vous savez très bien que nous sommes dans un lieu où il y a beaucoup de bruit, où il est difficile d'être attentif pour faire une véritable analyse économique. Mais je voulais surtout vous remercier d'avoir expliqué le plus simplement pour le grand public le contenu de cet ouvrage et, comme je vous l'ai dit, il a un certain succès. Et ma dernière question, ça sera la conclusion. Je suis certain que vous êtes déjà en train d'écrire comme une série, la suite. Alors, non, j'avoue que les 4 livres UBS, les dessous d'un scandale qui racontaient l'implication d'UBS, Merrill Lynch, Goldman Sachs dans la crise des subprimes. Ensuite, la crise du secret bancaire, c'était le 2e livre. Ensuite, la fin du dollar était le 3e. La finance de l'ombre est le 4e. Je pense que maintenant, on va attendre le crack suivant pour analyser vraiment ce que quand il y a un crack, encore plus d'informations sortent. Et là, vous pouvez vraiment venir avec une analyse très complète de vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Ça, c'est une anticipation de ce qui pourrait se passer. Ensuite, je vais attendre pour analyser après coup. Mais oui, je serai dans les premiers qui vont l'analyser après coup, oui, certainement. Alors, Mireille Zaki, merci encore d'avoir passé à la radio du Salon.